maintenant, ce qui est intéressant, quand on a parlé de growth mindset, c'est aussi de se dire pourquoi on parle de growth mindset. En fait, Cédric Villani, vous savez, qui a remis un rapport il y a déjà un certain nombre d'années sur l'intelligence artificielle, l'avait dit lui-même. Il avait dit qu'en fait, pour vivre et évoluer dans cette période où il y aura de plus en plus d'intelligence artificielle, ce qui fera vraiment la différence, c'est nous, notre capacité en tant qu'humaine à développer nos relations humaines, notre intelligence émotionnelle, là où la machine ne peut pas aller nous chercher. Et c'est en combinaison ces deux choses, le cerveau humain et l'intelligence artificielle, qu'on devient augmenté. Et donc aujourd'hui, qui mieux que Antoine Petit, le président directeur général du CNRS, pour pouvoir nous parler justement de ce que peut faire la machine et l'humain. Et donc, j'ai la grande chance et l'honneur d'avoir Antoine avec nous ce soir, qui a accepté d'être le parrain de l'émission pour pouvoir justement vous parler de ce qu'on va faire demain, aujourd'hui, grâce à cette intelligence artificielle, mais aussi grâce à notre cerveau humain. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors, pour les rares personnes qui ne te connaissent pas, peut-être que tu peux te présenter le CNRS rapidement. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ne me connaissent pas, ce qui est tout à fait normal. Donc, je suis Antoine Petit, je suis le président directeur général du CNRS. Donc, le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique, qui est un gros organisme de recherche. On emploie 35 000 personnes, on a un budget de 4 milliards d'euros et qui travaille sur tous les champs de la connaissance, notamment l'IA, mais pas seulement. On est à la fois producteur d'IA et utilisateur d'IA. Et notre slogan, c'est la recherche fondamentale au service de la société. C'est-à-dire que notre métier, c'est de faire de la recherche fondamentale, mais on a vocation à la mettre au service de la société, notamment via la création de 80 à 100 startups chaque année, mais aussi 300 laboratoires communs de recherche avec des entreprises de toute taille, dans lesquels on travaille sur des questions qui ont été définies avec ses partenaires industriels. Alors, c'est assez impressionnant, effectivement, le nombre de chercheurs, vous avez les milliards investis. Tu dis d'ailleurs souvent que la recherche, c'est une compétition mondiale. Comment tu penses que l'IA va nous aider là-dessus et comment on est placé, nous, en tant que Français? Alors, c'est clair que la recherche, c'est une compétition mondiale. C'est comme le sport de très haut niveau. Ça n'a un sens que si vous êtes parmi les meilleurs. Alors, ce n'est pas le meilleur parce qu'il n'y a pas un classement un par un, mais parmi les meilleurs au niveau international. Et il est clair que l'IA, aujourd'hui, impacte tous les métiers. Il impacte aussi les métiers de la recherche, bien sûr. Et que c'est un élément sur lequel on n'a peut-être pas complètement à rougir, au moins au niveau recherche, parce que l'IA, il ne faut pas oublier que c'est quand même beaucoup de mathématiques, beaucoup d'informatique, et on sait bien que l'école mathématique française est excellente. Tu parlais de Cédric Villani tout à l'heure, qui en est un exemple extraordinaire. Et si les boîtes américaines viennent s'installer en France, c'est aussi parce qu'ils savent qu'ils vont avoir accès à des étudiants bien formés. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on ait de complexe à avoir vis-à-vis de l'IA. Maintenant, il y a d'autres pays qui font de l'IA à très haut niveau, bien entendu. Mais encore une fois, on est dans la cour des grands, il faut en profiter. Ouais, c'était clair. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, l'IA, vous avez mis ça dans les 6 défis du CNRS. J'ai vu que d'ici 2030, donc il y a 6 défis. Tu as mis, vous avez mis l'IA et le cerveau. Pourquoi ce binôme, en fait, l'IA et le cerveau, dans les défis? Alors peut-être rapidement les 6 défis. Donc il y a le cerveau, les matériaux du futur, la vie dans l'univers, l'instrumentation sans limite, l'IA générative pour les sciences et les sociétés en transition. Donc ce sont 6 défis, effectivement, qui nous semblent extrêmement importants d'un point de vue scientifique, mais aussi avec un impact, j'ai presque envie de dire, dans la vie des uns et des autres. Et notamment le cerveau, et donc on rejoint l'intelligence humaine d'une certaine façon avec l'IA générative, et donc on est le couplage entre intelligence humaine, intelligence artificielle pour arriver à les talents augmentés, titre de l'émission. Et pour nous, c'est vraiment ça la clé. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, l'IA est un outil performant, mais pour l'utiliser intelligemment, pour l'utiliser de façon efficace, il faut des cerveaux humains. N'oublions pas d'ailleurs qu'il faut déjà des cerveaux humains pour concevoir l'IA, mais ça, on peut dire que c'est une autre dimension, première dimension. Mais la deuxième dimension, c'est que pour utiliser intelligemment l'IA, il faut un cerveau bien fait, parce que l'IA, elle est certes performante, mais il faut être conscient du fait que l'IA ne comprend pas ce qu'elle génère, et que donc s'il n'y a pas derrière un cerveau humain qui va être capable de l'utiliser intelligemment et d'une certaine façon de vérifier ce que l'IA produit, ça sera un outil qui sera inutile. Ok, mais
je pense qu'on est assez alignés là-dessus, tellement alignés que je crois que je connais déjà ta réponse, mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un chercheur ou même un salarié, quelle que soit son entreprise et son secteur d'activité, qui n'utilise pas l'IA, est en train de prendre du retard? Et je pense que c'est pas possible aujourd'hui de ne pas utiliser l'IA. C'est comme si on disait, je vais pas utiliser l'électricité. Donc effectivement, on peut se remettre à la bougie, mais ça va pas être une efficacité totale. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, il y avait un certain nombre de professions qui disaient, ah non, non, mais moi, l'IA ne me concerne pas. C'était le cas des médecins, par exemple, c'était le cas des avocats. Et on voit qu'aujourd'hui, ce sont des professions qui sont particulièrement impactées par l'IA. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les professions sont potentiellement impactées par l'IA. Donc, ou bien on a une attitude proactive et on essaye de comprendre comment on peut utiliser l'IA dans sa profession, ou bien on a une attitude passive et le risque, il est grand, c'est que ce soit l'IA ou d'autres personnes qui prennent le pouvoir d'une certaine façon. Et c'est pour ça que dans la recherche, évidemment, comme dans toutes les professions, un chercheur ou une chercheuse se doit de se poser la question. Maintenant, il y a des recherches qui sont plus impactées par l'IA que d'autres, c'est naturel, mais ne pas se poser la question, ce serait presque une erreur professionnelle. Ouais, mais alors justement, c'est intéressant parce que moi j'entends souvent de dire ah mais soit l'IA ne me remplacera pas ou soit je vais complètement être remplacé. S'il y avait, encore une fois, avec ta perception de chercheur, de scientifique, s'il y avait des compétences humaines sur lesquelles il fallait vraiment appuyer et le développer à cette heure où tout est IA, ce serait quoi? Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. Aujourd'hui, un chercheur, il n'y a pas un domaine de la recherche dans lequel on n'utilise pas un ordinateur. Et l'ordinateur n'a pas remplacé l'humain. L'IA, c'est quand même que, je suis désolé, un super ordinateur. Alors, super, mais ça reste qu'un super ordinateur. Et donc, je pense que la vraie question, c'est cette articulation entre la machine, l'outil et l'humain. Maintenant, ce qui fait probablement aujourd'hui la force de l'humain, encore, c'est la créativité. Et on sait bien que si tout le monde se met à utiliser l'IA, on risque d'avoir une forme d'uniformisation. Donc, si tout le monde se tend à trop utiliser l'IA, on risque d'avoir une uniformisation de la pensée, pardon, alors que précisément ce qui fait le chercheur ou la chercheuse un peu extraordinaire parmi l'ensemble, c'est quelqu'un qui va sortir des sentiers battus, qui va avoir des idées de rapprochement entre deux théories, qui va avoir des idées d'expérimentation très originales. Et comme l'IA, essentiellement, elle répète, c'est pas tout à fait vrai, je caricature un peu, mais quand même, l'IA, essentiellement, répète ce qu'elle a déjà fait, il y a un vrai risque là. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des esprits bien formés pour pouvoir utiliser l'IA de façon intelligente. Et l'IA est un formidable outil qui permettra aux chercheurs de gagner du temps sur un certain nombre de choses, de faire vite et plus vite un tas d'expériences qui ne pourraient pas être faites par l'esprit humain. Et puis on a déjà vu des résultats de recherche qui ont été obtenus grâce à l'IA, qui est capable, encore une fois, d'aller beaucoup plus vite et de tenter un maximum d'expérimentation, ce qui ne serait pas accessible à l'esprit humain. Mais encore une fois, il faut un humain derrière, intelligent, qui va poser les bonnes questions à l'IA et qui va bien la faire travailler. Donc, c'est comme toujours, il faut des gens créatifs, des gens intelligents, des gens ouverts, des gens adaptatifs, qui soient capables d'utiliser l'IA pour les questions qui sont les leurs. Parce que c'est ça le vrai sujet, c'est d'utiliser l'IA pour répondre à ces questions et pas laisser l'IA répondre aux questions de l'IA qui sont probablement intéressantes, mais qui ne sont pas celles, au moins, qui vont intéresser les chercheurs ou les chercheuses. Alors là, je te reconnais bien, c'est le scientifique cartésien qui parle, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui sont inquiets par rapport à tout ça. Donc, si tu avais un seul message à adresser à tous les Français qui nous écoutent, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient salariés, qu'est-ce que tu leur dirais? Par quoi ils commencent et comment ils embrassent cette opportunité justement d'utiliser non pas que l'IA, mais également les soft skills pour développer leur carrière? Mais je pense que la première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, vous ne l'utiliserez pas correctement. Donc, un, n'ayez pas peur. Deux, dites-vous que c'est un outil performant et que je pense que depuis que l'homme est l'homme, on a construit des outils de plus en plus performants qui ont plutôt bénéficié à l'ensemble de l'humanité. On est plutôt une société qui est plus en progrès, quoi qu'en disent certains, que du temps de la préhistoire. Donc là, on a devant nous un outil assez formidable, mais qui n'est qu'un outil, et je crois que c'est de notre responsabilité que de décider collectivement ce qu'on veut laisser faire à l'outil, ce qu'on ne veut pas laisser faire à l'outil. C'est normal qu'il y ait des règles aussi, de la déontologie derrière tout ça,
Mais encore une fois, n'ayez pas peur, utilisez-le, maîtrisez-le, et il faut qu'à la fin, le chef, ça soit vous. Comme tu dis, hein, je pense qu'on va conclure là-dessus. Il faut qu'à la fin, le chef, ce soit vous. Donc, utilisez, hein, c'est ce que dit Antoine, et c'est le parrain de l'émission. Et encore une fois, tu nous fais un grand honneur. Merci Antoine de parrainer cette émission. Donc, utilisez-le. Entraînez-vous, et c'est ce qu'on va faire tout au long de ces épisodes de Talent Augmenté, vous aider à utiliser mieux l'IA. Merci encore Antoine, et je te souhaite tout le meilleur pour la suite.